va commencer tout de suite. On va avoir les slides et on va avoir le support qui va arriver. Mais je propose qu'on commence tout de suite pour ne pas vous faire perdre de temps. Nous avons, là encore, pour cette conférence, 3 intervenants qui vont venir nous parler de comment on met en place une formation terrain, comment est-ce qu'on va résoudre ce grand problème de la formation. C'est toujours pour les mêmes, pour ceux qui sont dans les bureaux, ou c'est aussi pour ceux qui sont sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait des cols bleus? Qu'est-ce qu'on fait pour former ceux qui travaillent, qui agissent sur le terrain? Et pour ça, eh bien, on a autour de Julien Lieven de Biddies le retour d'expérience d'une entreprise qui va venir vraiment nous illustrer comment est-ce qu'ils ont monté leur dispositif. Alors, ça se fait en live. Yes. C'est bon, on peut démarrer? Alors. Allez, on démarre. On démarre? Allez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Patch, je suis le directeur de la rédaction d'un média qui s'appelle myrhline.com, qui existe depuis 15 ans et qui permet aux professionnels RH d'avoir une actualité autour de tous les sujets de la fonction RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Kevin D'Amorino qui va en fait être on va dire le RH ou le grand témoin pour nous expliquer comment on forme les populations de terrain. Je te laisse te présenter peut-être en 2 mots. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Lebré, je travaille chez Amorino en tant que responsable réseau. Donc je m'occupe de tout ce qui est animation du réseau chez Amorino et également formation. Amorino, c'est un réseau qui a un peu plus de 20 ans. On a plus de 250 points de vente dans le monde et on a passé les 100 en France. Et nous sommes essentiellement franchisés. Donc on a effectivement un défi qui est de former nos collaborateurs pour nos franchisés dans un métier où on a beaucoup de turnover. La formation est très importante parce qu'on a besoin de respecter le concept, que le concept soit uniforme dans toutes les boutiques. Et avec un fort turnover, on a besoin d'aider nos franchisés à former leurs équipes. Merci. Et puis, Julien a une grosse actualité en ce moment, hein. Julien de chez Biddies. Alors, vous l'aurez compris, hein, Amorino travaille avec Biddies. Julien, tu viens de lever 8 millions d'euros. Tu as fait une belle levée de fonds. Tu peux peut-être nous en parler rapidement en introduction? Je peux, oui, absolument. Effectivement, déjà, on est hyper content de pouvoir venir avec Amorino parce qu'on trouve que c'est un client qui applique parfaitement la logique d'une pédagogie très orientée terrain et du coup, les résultats s'en ressentent. Donc voilà, je vais essayer de, moi, parler le moins possible et c'est un maximum la parole avec Kevin parce que c'est lui qui a des trucs intéressants à dire. Et rapidement sur l'actualité Biddies, oui, on a la chance de pouvoir faire une très belle levée de fonds cette année de 8 millions d'euros avec 3 beaux fonds d'investissement très orientés impact, qui sont aussi dans l'ADN de Biddies, et notamment sur cette logique de formation de terrain. Donc voilà, dans un contexte particulier où on voit assez peu de levées de fonds en ce moment, nous on a aussi cette chance-là, parce qu'on a toujours été sur une logique équilibre rentabilité-vitesse, qui nous permet d'être aussi intéressant là-dessus. Mais bon, j'en parlerai à d'autres endroits si ça vous intéresse. Place plutôt à la formation. Merci Julien. Alors on a des slides. Je me retourne. État des lieux de la formation aujourd'hui. Alors oui, on a mené une étude en septembre dernier avec Biddies auprès de 400 entreprises pour avoir un petit état des lieux de la formation de manière générale. Il y a pas mal de questions qui ont été posées, présentiel versus digital, où est-ce qu'on en est? Puisque au moment du Covid, toutes les entreprises se sont équipées de solutions digitales, mais des fois un peu à la hâte. Et donc il y a des entreprises qui sont aussi un peu revenues en arrière ou qui se sont dit est-ce que les outils qu'on a pris à l'époque correspondent réellement à nos besoins? Et on voit dans cette étude, il y a 46% des boîtes qui nous disent les LMS et l'XP qu'on a achetés à l'époque ne font pas le job. Donc je pense que 2024 va aussi être une année d'arbitrage, de choix, potentiellement de changement de solution. Le présentiel fait son grand retour, je le nuancerai. Effectivement, le présentiel a repris un petit peu de pas par rapport à 2020, 2021, 2022.
Dans l'inconscient des DRH, c'est le présentiel qui reste la modalité de formation la plus performante. Mais ça se talonne de près avec le digital. Et de toute façon, on sait pertinemment, et tu ne me contrediras pas, que c'est le blended qui est l'un des formats les plus performants. Tu peux switcher. On va tout de suite passer sur la question de la formation des collaborateurs terrain. Alors j'y ajouterai quand même quelque chose qui va de toute façon intéresser tout le monde. La problématique des collaborateurs terrain, c'est de dire, bah tiens, j'ai des salariés en magasin qui sont dispersés de façon géographique un peu partout. Et du coup, c'est hyper complexe d'aller les toucher et de les former. C'est très compliqué de les faire venir en présentiel pour plein de raisons, pour des raisons budgétaires, pour des raisons de RSE. C'est pas très classe aujourd'hui de déplacer les gens sur des séminaires ou autres. Donc, en général, on dit que ces populations sont 2 fois moins formées que les autres, que celles qui sont sur des bureaux, donc de manière plus statique. Mais là où c'est intéressant à notre époque actuelle, c'est que finalement, petit à petit, on est tous en fait des populations terrain en puissance, parce qu'on est quasiment tous en travail hybride aujourd'hui. Donc en fait, je pense que cette problématique va se généraliser à terme, puisqu'un collaborateur qui avant allait travailler à la Défense 5 jours par semaine, aujourd'hui il y va peut-être plus que 2 jours. Les 3 autres jours, il est chez lui ou ailleurs. Donc je pense que cette problématique et cet angle va devenir quelque chose de beaucoup plus général, et ça sera ça un petit peu le monde de la formation de demain. Et je vais passer la parole tout de suite à Kevin qui va nous expliquer son projet. Kevin, la première question, c'est pourquoi tu as engagé ce projet en fait? C'était quoi le besoin au départ? Alors, le besoin qu'on avait, c'était d'aider nos franchisés parce qu'on a un fort turnover dans tous les métiers de la restauration rapide. Qui dit fort turnover dit beaucoup de formation. La formation prend du temps à nos franchisés ou à nos managers pour former les nouvelles recrues, qu'on appelle chez nous les gelato artistes, ceux qui réalisent les glaces pour les clients. Et ça leur prend à la fois beaucoup de temps, mais également beaucoup d'énergie. Et un manager, quand il a déjà formé 4 ou 5 personnes pendant 2 semaines, que malheureusement, sur les 4 ou 5, il en reste peut-être pas 4 ou 5 au bout de 2 semaines, quand la 6e personne arrive, il n'a pas toujours le bon ton ou la bonne énergie pour le former, et ça peut devenir un cercle négatif. Donc en fait, on a besoin d'aider nos franchisés pour mieux onboarder les collaborateurs, que ça leur prenne moins de temps et avoir surtout plus de succès. Après nous, on est également franchiseurs, donc on a besoin que l'image de marque soit au top, que l'expérience client soit au top. Et pour ça, plus les collaborateurs seront formés, plus le concept va être respecté et plus tout le monde est gagnant finalement. Alors ça, c'est une tendance forte. Tu as parlé d'onboarding, donc qui est le point d'entrée en fait de la formation pour le collaborateur. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Dans l'étude, on a noté, il y a quasiment, je crois que c'est 46% des entreprises qui utilisent leur LMS, LXP, LCMS, enfin peu importe, dans le processus d'onboarding, versus 50% de boîtes qui, elles, vont utiliser plutôt un best-of-breed type Workello, Fiori et compagnie, qui est dédié au onboarding. Donc ça, c'est aussi une tendance. Et c'est quelque chose qui est vraiment en train de s'ancrer dans le paysage de la formation. Et du coup, on leur a posé une seconde question. On leur a dit, si vous n'avez pas d'équipement aujourd'hui pour l'accueil, pour le onboarding, qu'est-ce que vous comptez acquérir demain? Et de la même façon, à 50%, ils nous ont répondu une solution dédiée au onboarding et les autres, à 50%, une solution dédiée au LMS. J'insiste là-dessus parce que dans les directions des ressources humaines, bien souvent, il y a des dissonances entre les services. Le recrutement va prendre sa solution d'onboarding ou le développement des talents, la formation va prendre son LMS, la paye va prendre sa solution. Et du coup, on a des problématiques de schéma directeur avec des API, des interfaces dans tous les sens. Et je crois profondément qu'à terme, la meilleure solution, c'est quand même d'utiliser la formation en entrée et donc de passer par le LMS. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que en fait, le terrain, et nous, c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce secteur, c'est qu'ils ont
les mêmes problématiques que tout le monde, mais de manière hyper exacerbée. On parle de la question du turnover. Évidemment, dans la restauration, c'est ultra présent. Mais dans tous les secteurs aujourd'hui, la question du recrutement et du turnover, elle est clé. Donc à quel moment je forme mon collaborateur, avant qu'il arrive, au moment où il arrive, sur quelle durée, comment je m'insère dans son travail du quotidien qui est quand même prenant. Là, c'est pareil, on a des questions de terrain de se dire, c'est extrêmement compliqué de dire à quelqu'un qui est sur un poste de travail, bon, bah, tu vas aller te former une demi-journée sur tel geste métier, etc. Son manager de boutique ou autre aura tendance à vouloir le garder sur place. Et tout ça, c'est des problématiques qu'on retrouve globalement, y compris, tu l'indiquais, sur le fait que on est quand même de plus en plus en télétravail, voire en télétravail, des fois dans des cafés ou autres. Donc on est presque dans des logiques terrain, en tout cas de mobilité partout. Donc nous, on part du principe qu'une boîte qui va être excellente sur sa formation terrain, par capillarité et par partage de bonnes pratiques, elle va devenir excellente à tout niveau. Et dans cette logique-là, effectivement, il faut qu'elle soit bien outillée sur un LMS ou d'autres types de plateformes, mais qui vont pouvoir régler les problématiques de comment j'apprends un petit peu tous les jours, comment j'apprends sur mon lieu de travail, comment chaque environnement peut devenir une occasion d'apprendre, et enlever un petit peu tous les irritants de comment je me connecte, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, tiens, j'ai une bonne pratique là, j'aimerais bien pouvoir la partager à mes collègues. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là, nous on trouve que finalement, depuis de nombreuses années, voire le début de la formation, on a quelque chose d'extrêmement descendant avec une plateforme qui est décidée au global et qui à la fin arrive sur les collaborateurs terrain qui sont en prise avec l'outil de production. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire on va prendre en compte ces collaborateurs terrain dans la réflexion, on va les faire participer au partage de connaissances et on va peut-être pouvoir inspirer globalement la formation dans les entreprises qui en a quand même pas mal besoin quand on regarde les taux d'engagement, les taux de complétion, etc. C'est non pas non plus excellentissime. Donc voilà, je pense que 2024, ça doit être une année où on doit écouter beaucoup de terrain pour moi. Alors si on reprend tes défis, donc turnover, mais je pense que ça, pour ceux qui sont dans le retail et dans d'autres secteurs, hein, l'hôtellerie, etc., c'est un défi très ancré depuis plusieurs mois. Comment tu choisis ta solution? Parce que tu as choisi Biddies, mais au regard du défi, comment tu as fait? Comment vous avez structuré votre démarche? Parce que souvent, les RH vont me dire, ouais, il y a, et là on le voit, hein, des solutions LMS, il y en a, j'allais dire des dizaines, mais bientôt des centaines. Donc, quelle a été la démarche? Effectivement, c'est un choix qui est difficile. Nous, on a pris 2-3 mois pour faire ce sourcing et pour prendre la bonne décision. On a rapidement identifié une dizaine de prestataires potentiels et ensuite on a resserré la liste au fur et à mesure jusqu'à avoir une shortlist de 3. Et pour être honnête, quand on était sur notre shortlist de 3 prestataires, personnellement j'avais beaucoup de mal à savoir lequel serait le plus adapté pour nos besoins. C'est vraiment difficile, même à distance, même si on fait plusieurs calls, plusieurs échanges. Tant qu'on n'a pas utilisé l'outil pendant des mois et des mois, le back-office notamment, les extractions, c'est vraiment pas facile de faire ce choix-là. C'était un choix important pour nous et on ne voulait pas se planter. Et à un moment, c'est un membre de mon équipe, donc moi j'ai 4 formateurs avec moi dans mon équipe, et on était à la 14e réunion probablement sur ce sujet en collectif. Et à un moment, un des formateurs a dit « Mais Kevin, pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre l'application dans les mains de l'apprenant? On va sur le terrain, on leur met nos 3 solutions dans les mains. On a fait 3 capsules hein, chez nos 3 prestataires. On a fait la même et on a pris un téléphone. On est allé dans les boutiques. C'est quoi une capsule? Alors une capsule, c'est un module d'apprentissage. Chez Biddies, ça s'appelle une capsule. Donc c'est un module d'apprentissage. Et donc en fait, on a réalisé nous 3 modules. Un sur chaque application. On est allé dans nos boutiques voir nos gelato artistes, ceux qu'on voulait absolument onboarder. On leur a mis ça dans les mains. On est allé en voir une 50aine. On leur a mis l'application dans les mains pendant un quart d'heure. On les a beaucoup observés et on leur a fait remplir un questionnaire pour nous dire qu'est-ce qu'ils avaient aimé, pas aimé dans l'application. Et là, quand on a vu les résultats, on a pris Biddies sans la moindre hésitation. C'est-à-dire que pour moi, la grosse force de Biddies, c'est vraiment le côté, alors j'ai peut-être pas les termes techniques, donc n'hésite pas à me reprendre Julien, mais le côté user-friendly, vraiment le côté, les apprenants aiment ça.
Les apprenants aiment ça parce que c'est gamifié. Quand on a fini une capsule, il y a des paillettes parce qu'on a gagné. On marque des points. On sait combien on est positionné par rapport à son collègue dans la boutique, mais aussi par rapport à l'ensemble des collègues de toute la France. C'est vraiment la solution moderne et qui plaît aujourd'hui aux jeunes générations. Chez nous, les gelato artistes, en moyenne, ils ont entre 20 et 30 ans. Entre 20 et 30 ans, ils ont un temps de concentration qui est limité. Ils ont besoin que ça aille vite. Ils ont besoin que ça soit marrant. Et un des défis qu'on avait, c'était vraiment, avant, on devait les pousser vers le manuel du savoir-faire. Moi, ce que je voulais absolument, c'était qu'eux-mêmes aillent vers le manuel du savoir-faire, aillent chercher la réponse par eux-mêmes. Bah déjà, ils ont un outil qui est sympa, qui est agréable et qui leur donne envie d'y aller, voire même d'y retourner quand ils ont fini un module, bah, ils ont envie de faire le module suivant pour avoir plus de points. Et surtout, ce manuel du savoir-faire, maintenant, ils l'ont tous dans leur poche. Et vu le temps qu'ils passent sur leur ordinateur, sur leur téléphone toute la journée, ben là, en fait, ils ont le manuel du savoir-faire dans leur poche. Et maintenant, sur le terrain, quand ils ne connaissent pas la recette, quand ils ne connaissent pas la recette d'un produit ou le grammage exact d'une recette chez nous, ben, on voit des salariés sortir le téléphone de leur poche et regarder directement la recette sur leur propre téléphone. Alors ça va faire hurler les puristes de la restauration qui diront qu'on n'a pas à avoir son téléphone en service, mais quand le premier réflexe, c'est pas d'aller sur Instagram, mais c'est d'aller chercher la recette, moi je crois qu'on a gagné. Oui, je suis d'accord. L'idée, c'est vraiment d'aller s'insérer à cet endroit-là et capter l'attention pour être au service de la formation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a voulu faire depuis le début. Et alors, je voulais souligner un point. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de solutions. Et sincèrement, je sais qu'il y a pas mal de gens ici qui vont avoir des choix à faire d'outils. J'aimerais pas trop être à votre place, parce que c'est pas facile du tout à faire. Honnêtement, faire la part des choses entre ce qui va être un argument marketing versus un vrai argument produit, anticiper le bon outil par rapport à sa bonne stratégie de formation, qui va changer aussi probablement rapidement. Vraiment pas évident, donc pas facile. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Kevin, et pour être tout à fait honnête, j'ai découvert quand on a discuté avant pour préparer cette conférence, c'est le fait d'avoir inscrit les utilisateurs finaux et en particulier le terrain dans la démarche de choix. Et ça, s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui sont très bien aujourd'hui et qui peuvent convenir, mais il faut toujours intégrer les utilisateurs finaux dans votre choix. Et c'est en fait assez rarement fait. Nous, quand on arrive et qu'on est sur des gros programmes de déploiement, on demande après, généralement, est-ce que vous avez interrogé tel et tel type de métier et de personnes. Et en fait, c'est assez rare que ça soit fait. Si vous le faites, vous avez déjà fait 50% du travail parce que vous avez compris ce qui va engager les utilisateurs finaux. Et nous, c'est vrai qu'on le fait déjà beaucoup en parallèle. On est depuis 2015, on doit être une des seules boîtes qui a vraiment interrogé régulièrement les employés polyvalents de la restauration, les chefs de chantier, les responsables transport, les responsables sécurité, les visiteurs médicaux. Enfin voilà, plein de populations qui sont tous les jours sur terrain. Et du coup, on a essayé de lever un petit peu tout ce qui pouvait être ces difficultés et de créer de l'engagement. Et on arrive à des taux aujourd'hui de complétion sur ces populations qui sont à plus de 90% sur toute stade confondue 2023. Et on sait que c'est un peu ovni sur le marché et que souvent on ne croit pas trop sur ces chiffres-là. Mais c'est vrai parce qu'on a écouté le terrain. Et si nos clients font la même chose, on arrivera à faire des super projets comme chez Amorino, mais il faut avoir l'envie et le courage parfois de le faire pour le coup. C'est notre KPI numéro 1, c'est-à-dire que le but du jeu, c'était d'embarquer les gens. On peut avoir les meilleurs formateurs, on peut avoir les meilleurs modules, on peut faire le meilleur contenu qu'on veut. Si les gens ne vont pas le voir, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux avoir des contenus qui soient peut-être un peu moins bons, mais avoir touché une plus grande cible. C'est ça le plus important, c'est combien de personnes on touche. Nous, on avait des gens dans les boutiques, le manuel du savoir-faire, c'était un vieux grimoire au fond d'un placard qui prenait la poussière. Ils ne les connaissaient pas, ils apprenaient par tout sauf ce manuel du savoir-faire. Aujourd'hui, ils apprennent par l'application BDiz justement. Et on a réussi à toucher plus de 50% des boutiques. Aujourd'hui, on est quasiment à 60% des boutiques qu'on considère qui ont adopté l'application. Et c'est un résultat qui est très très satisfaisant. On n'était pas là avant. Alors comment ça marche justement? Tu as choisi l'appli. Après, j'imagine qu'il y a toute une campagne de marketing, communication interne, justement pour le déployer auprès de tes franchisés, d'une part. Donc, communication un peu descendante pour leur dire on a un outil. Et ensuite, au sein des franchises, comment ça se passe? Est-ce que
je sais pas, j'arrive au mois de mai, il faut que je recrute à tout va parce que je rentre en haute saison et je dois te demander à toi de me créer mes users. Explique-nous un peu dans la vraie vie comment ça marche. Alors, on a été beaucoup conseillé par Bidis là-dessus parce qu'ils ont l'expérience du déploiement chez leurs autres clients et la phase du déploiement, elle est clé. Donc, on a écouté Bidis là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné l'accès à la fois aux franchisés et aux managers de boutiques pour pouvoir gérer eux-mêmes leur communauté d'apprenants de leur point de vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un franchisé ou un manager qui recrute un nouvel employé, quand l'employé arrive, en moins de 30 secondes, il lui a créé son accès et la personne reçoit son invitation et elle a accès aux différents parcours. Donc en fait, on a responsabilisé les franchisés et les managers sur cette partie-là. Nous, on le monitore en tant que tête de réseau. Les animateurs réseau, en tant que chef de leur secteur, suivent ça. Tout le monde suit ça dans la chaîne, mais l'utilisateur final a la main pour rentrer et sortir les collaborateurs qui rentrent et qui sortent. Et au niveau de la création de contenu, qui s'en occupe aujourd'hui? Alors la création de contenu, pour l'instant, elle est faite par le siège, par mon équipe de formateurs. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut intégrer si jamais vous lancez ça, c'est qu'il faut prévoir du temps, il faut qu'ils aient suffisamment de temps pour créer du contenu et faire vivre cette plateforme et pour l'administrer. L'outil est très bien, très pratique, très efficace, mais néanmoins, quand on se met dans un projet comme celui-là, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va prendre pour le faire vivre. Nous, on est un peu tombé dans cet écueil, je fais une petite digression, mais on est un peu tombé dans cet écueil, c'est-à-dire qu'on a fait un gros sprint, un gros rush pour sortir notre application. Derrière, pendant plusieurs mois, on n'a plus rien fait ensuite. On a tout un tas d'utilisateurs qui nous ont dit « ça y est, j'ai fait le programme, j'ai terminé » et qui ne retournaient plus sur l'application. Parce qu'ils avaient fini leur programme, ils étaient certifiés, ils avaient tous leurs points, c'était terminé pour eux. Et nous, on était pris par d'autres priorités à ce moment-là. Et du coup, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a pris 2 actions pour ça. La première, c'est qu'on s'est engagé sur un planning de publication bimensuel. Donc, au moins 2 fois par mois, on publie ce qu'on appelle des tips. Je crois qu'on en aura un à montrer. Il est au-dessus. On publie des tips. Julien pourra peut-être expliquer mieux que moi ce qu'est un tips, mais on publie des tips 2 fois par mois, histoire que même s'il n'y a pas de nouveaux modules à apprendre, ils ont des news régulièrement de leur application pour qu'il y ait de la nouveauté. Donc ça, c'est la première action qu'on a mis en place. 2 fois par mois, il y a un tips qui sort pour les garder actifs. Et la deuxième chose qu'on est en train de tester, c'est tout nouveau. On réunit en fait nos managers 1 fois par an, les managers des boutiques 1 fois par an, dans le meeting manager annuel. Et ben, pour la première fois, il y a 15 jours, on leur a fait faire des tips avec nous pendant 2 heures et on va publier leurs tips dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que dans cette première année de l'application, c'est nous, siège, tête de réseau, qui avons sorti les tips et sorti les contenus. On voulait maîtriser, on voulait se rassurer et on voulait que la qualité soit au rendez-vous. Bidis nous a beaucoup poussé à ça et on est en train de franchir le cap, de se dire maintenant, les apprenants, la communauté va pouvoir aussi elle-même créer des tips et partager ses astuces, ses bonnes pratiques et les diffuser. En fait, on est vraiment dans la logique d'un réseau social, finalement. Aujourd'hui, on considère la formation comme ça. D'ailleurs, on parle de communauté d'apprenants. Donc, on est dans un réseau. Donc, un réseau qui est là, pour le coup, sécurisé, quand même, fermé, entretenu, piloté par l'équipe RH ou autre. On est vraiment dans cette logique. Alors, peut-être tu peux juste revenir nous expliquer ce qu'est un tips pour que tout le monde comprenne. Oui, et je suis plus mesuré sur la partie réseau social, parce que souvent les entreprises ont un réseau social, souvent d'ailleurs il ne marche pas. Donc là on est vraiment sur une logique de connaissance. Donc effectivement il y a des aspects de communauté et d'apprentissage par interaction, mais le but n'est pas réellement d'être un réseau social là-dessus. C'est un peu à la croisée des chemins. Je reviens sur le tips, effectivement. Alors on a parlé de capsule tout à l'heure. Capsule c'est un format qui est spécifiquement designé pour le terrain, qui va être court, hyper impactant. Il peut y avoir de la gamification, Kevin en a parlé. Il peut ne pas y en avoir si ce n'est pas dans la culture du client. Mais en tout cas, il est très tourné vers ce côté. Typiquement, j'ai un livret de recettes ou de procédures pour mon restaurant. On passe tout ça en capsule. Ça fait un certain nombre de contenus déjà existants. Et on a une première phase. La deuxième phase qui est intéressante, c'est justement d'arriver dans celle des tips. Et les tips, c'est plutôt, je vais par exemple filmer un geste métier terrain, vous le voyez derrière moi, mais c'est un collaborateur terrain qui va le faire. Donc il faut que ça soit extrêmement simple à faire.
comme un post Instagram, TikTok ou LinkedIn. Donc je fais une vidéo, je fais directement le montage, j'ajoute une couche pédagogique, donc ça peut être mise en avant de certains éléments, mettre des quiz ou ce genre de choses. Ça ne doit pas me prendre plus d'une minute à faire, c'est vraiment quelque chose qui doit être très rapide. Et je le partage directement à ma communauté, donc à ma boutique, à mon magasin, à mon chantier, pourquoi pas. Je peux le partager aussi au service formation qui va s'en servir comme matière pour le réintégrer dans des capsules format un petit peu plus long. Et là, on a une articulation hyper intéressante entre du savoir formel un peu descendant, même si pour le terrain, et du savoir terrain informel, là, pour le coup, qui remonte complètement. Et c'est l'articulation de ces deux choses-là qui va faire des taux d'engagement très hauts. Donc là, on en voit une sur les gelato artistes qui font la fameuse fleur à Morino, que vous connaissez certainement si, comme moi, vous êtes gourmand. Mais je le vois aussi beaucoup, par exemple, sur des contenus officiels sur l'hygiène et la sécurité et des managers terrain qui vont refaire une vidéo sur voilà comment il faut laver telle machine ou s'assurer du suivi de la chaîne du froid, mais en incarnant cette connaissance. Et là, on n'est plus sur un truc complètement descendant, donc c'est intéressant. Voilà, pour vous expliquer un petit peu les deux. Et généralement, les clients commencent par les capsules et arrivent aux tips assez rapidement après, ce qui est le cas de Amorino. Alors dans l'étude qu'on a menée en fin d'année, on a quand même 80% des RH qui nous disent qu'ils considèrent que leurs collaborateurs sont des formateurs en puissance. Donc c'est quand même une tendance à venir assez importante. Et puis de toute façon, l'ancrage est d'autant plus fort quand on est soi-même acteur de la création des contenus. Mais là, tu as parlé des managers. Est-ce que c'est venu des managers? Est-ce que c'est toi qui as l'initiative de ça? Qui était à l'initiative de cette démarche? C'est Biddies qui nous a poussé à ça, parce qu'effectivement dans les étapes, c'est d'abord tu crées ton parcours, tes capsules, et ensuite tu commences à mettre effectivement plus d'interaction avec les tips. Et c'est aussi le constat des managers qui nous disaient on a fini nos parcours, nos équipes, les gelato artistes ont fini leur parcours, on ne retourne plus sur l'application. Et ça nous allait pas. Donc Biddies nous a conseillé de rajouter les tips et on voit que c'est en train de faire son effet. Maintenant, ils ont une raison d'ouvrir l'application sur leur téléphone régulièrement pour voir ce qui s'y passe. Et il y a une autre aussi fonctionnalité qui existe chez Biddies, qui sont les battles. Donc les battles, c'est la possibilité pour n'importe quel gelato artiste dans le réseau de défier un autre gelato artiste à l'autre bout de la France ou même son animateur réseau et de lui faire un battle sur une petite minute sur un apprentissage rapide. Il faut répondre le plus vite à un certain nombre de questions. Bon, moi, je reçois de temps en temps des battles du manager de la boutique de Sète dans le sud de la France qui me défie et qui me bat à plat de couture parce qu'il répond beaucoup plus vite que moi d'ailleurs aux questions. Mais je sais que ça le garde très motivé de challenger du coup n'importe qui dans le réseau à n'importe quel endroit de la France. Ça renforce l'aspect communauté et ça leur montre qu'on ne leur demande pas de faire la recette de telle manière parce qu'on est à Amorino et que c'est comme ça, mais parce que tout le monde l'a fait comme ça chez Amorino, partout en France, dans toutes les boutiques et dans les 17 pays dans lesquels on est présent dans le monde. Et donc ça donne encore une autre légitimité, ça développe le sentiment d'appartenance à une communauté, à une famille, et c'est ultra positif. Quand je parlais de réseau social tout à l'heure, je l'entendais au sens où quand on travaille en boutique, et on l'a vu avec un autre client, Etam, avec qui j'ai longuement discuté avec les équipes RH. Etam, c'est des boutiques, et en fait, la boutique de Paris ne connaît pas la boutique de Bordeaux. Ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas physiquement, ils sont même jamais rencontrés. Avec l'application aujourd'hui, ils sont en contact, ils se défient entre boutiques et du coup ils apprennent à se connecter. Et je pense qu'en ce sens, on est dans une logique de réseau. Je te recontredis, hein, Julien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, des points d'interrogation? Vous avez juste envie d'aller manger une glace parce qu'on vous a mis une glace sous le nez depuis une demi-heure. Julien, je vais te laisser la parole pour conclure puisqu'on a épuisé nos 30 minutes depuis 5 minutes. En conclusion, je disais à Kevin qu'il faudrait mettre une boutique Amorino dans les salons parce que ça serait vraiment quand même sympa. Puis il y a vraiment la queue beaucoup au restaurant. Non, merci d'avoir suivi cette conférence. Je sais que c'est sur l'heure de midi, donc qu'on a les plus motivés sur le sujet. On a un stand par là-bas qui doit être le stand 62, si je ne dis pas de bêtises.
Ok, on me fait signe que c'est bon. Donc si vous voulez des démos justement de ces tips et voir à quel point c'est facile de le créer, n'hésitez pas. Et si vous voyez des gens avec des petites vestes bleues comme ça, évidemment c'est un clin d'œil à nos clients préférés. C'est des gens de Bidis, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. J'espère que personne d'autre a cette veste aujourd'hui, sinon vous allez embêter quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Ah, Yannick, vous pouvez. Merci. Avec plaisir. Et juste pour finir, l'étude dont on a parlé, vous la retrouvez sur MyRHline, elle est disponible sur le site. Merci beaucoup et bon après-midi.